Donc, vous voyez qu'on a essayé de mettre en place toute une série de dispositifs pour permettre de tenir cette conférence de presse dans les meilleures conditions sanitaires. Il y a une VMC ici, donc voilà, on n'a pas l'ensemble du dispositif. On n'a pas de capteur de CO2, notamment, qu'on réclame avec l'école, mais on va s'en équiper très probablement aussi. Voilà, et on voulait aussi manger ensemble, non seulement parce que c'est pratique en termes d'horaire, mais aussi, pareil, hein, pour un peu de convivialité, d'échange de manière plus agréable. Et puis, on sait que votre temps est compté. Il y a plusieurs conférences de presse dans la période. Et donc, c'est pour ça qu'on a prévu ça sur le temps de midi. Donc, on va essayer de faire rapide en termes de présentation générale, parce qu'après, il y aura évidemment un jeu de questions-réponses. Et puis, on aura un temps, je pense qu'on aura terminé vers 13h, où on peut échanger de manière plus informelle, où certains veulent faire des sons ou des interviews spécifiques. Et donc, voilà, en termes de présentation générale, vraiment, je voulais être assez rapide, et après, on aura des interventions des différentes personnes qui sont ici à la tribune au titre des syndicats nationaux de la FSU. Et il y a d'autres syndicats nationaux de la FSU qui sont sur les côtés, là, et qui, eux aussi, pourront répondre aux questions. On est beaucoup de syndicats nationaux à la FSU, hein, et du coup, à chaque fois, on ne prévoit pas que tout le monde soit à la tribune. Mais ici, tout le monde est représenté. Les métiers d'éducation nationale et la territoriale également est représentée. Et donc, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas soit même pendant la conférence de presse, à poser les questions. Et on a voulu aussi, évidemment, faire cette conférence de presse avec l'enseignement supérieur, qui dira un mot sur la rentrée universitaire. Ça nous semble très important. Donc, juste en termes de propos introductifs, vous avez vu qu'on a appelé le dossier de presse une école à reconstruire. On pense qu'on est dans un moment charnière pour l'école, avec, on l'a déjà dit, hein, mais le paradoxe d'une école qui s'est montrée affaiblie, dégradée même, hein, d'une certaine manière, pendant la crise sanitaire, mais dont le rôle social a été encore plus reconnu et l'engagement des personnels salué. Et on va être dans un moment d'élection présidentielle et législative, et donc dans une séquence importante où il y a, selon nous, la nécessité de faire émerger et de s'impliquer dans le débat de société sur quelle école, pour quelle société. Et de ce point de vue-là, on a le sentiment que les choses s'engagent très mal. On entend très peu parler d'éducation, de projets éducatifs dans le débat électoral. Et la FSU entend bien contribuer à ce que ce débat se tienne et se tienne sur des bases qui soient des bases sérieuses. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup d'effets de communication. On a Jean-Michel Blanquer qui sort aujourd'hui un ouvrage qui s'intitule École ouverte, avec finalement une forme d'invention. Jean-Michel Blanquer s'invente des ennemis qui auraient freiné des cancers pour que l'école reste ouverte, alors que ça n'est absolument pas la manière dont le débat s'est structuré. Au contraire, on a été force de proposition pour permettre à l'école de continuer à fonctionner, que c'est d'une certaine manière grâce à nous aussi que des dispositifs particuliers, les demi-jauges, etc., bon, avec toutes les limites et les défauts que ça avait, mais c'est d'une certaine manière grâce à nous et grâce au personnel surtout que l'école a tenu le coup. Et donc, il n'y a pas eu un débat entre les tenants d'une ouverture et d'une fermeture, mais on voit bien l'intention politique hein, qu'il y a à vouloir s'inventer des ennemis, à vouloir finalement inventer lui-même le débat et à ne pas traiter les vrais sujets. Parce que le fond de l'affaire, c'est quand même que le bilan de Jean-Michel Blanquer, 5e rentrée aujourd'hui, 5e rentrée en septembre 2021, a tourné le dos à l'objectif de démocratisation, a procédé à un train de réforme hallucinant et qui est un empilement de réformes qui rend le système éducatif illisible, dans lequel plus personne ne se retrouve et a finalement continué la réduction des moyens. On a moins de postes aujourd'hui de personnel, tout niveau confondu et tout métier confondu
que ce qu'il y avait au début du quinquennat. Et si on prend simplement l'exemple de la nécessaire revalorisation des personnels, très très peu de choses ont été faites. Elles ont été faites en toute fin du quinquennat et sans programmation à travers le Grenelle, mais qui n'est qu'une prime qui ne fait que compenser très insuffisamment les pertes de pouvoir d'achat subies à cause du gel du point d'indice. Et le peu de revalorisation qui a été prévu, qui ne concerne que les enseignants, donc pas les autres personnels, et qu'une petite partie des enseignants, ne compensera pas la globalité de la perte subie par les métiers de l'éducation. Et donc, on a un bilan qui est très mauvais en termes de rattrapage salarial qui était pourtant nécessaire et qui participe aussi de la nécessaire remise sur pied de l'éducation, puisque c'est avec des personnels reconnus qu'on peut envisager une amélioration de l'ensemble du système éducatif. Je disais coup de communication, on a encore vu, les camarades en parleront plus en détail, hein, mais on a encore eu aussi un président de la République qui est allé à Marseille faire des annonces sur l'éducation. On attendait un plan pour rebâtir les écoles de Marseille qui sont particulièrement délabrées. Et on a eu un exercice là aussi hallucinant de dénigrement des personnels, hein, où on nous dit finalement le problème c'est que les personnels ne sont pas assez motivés. Et donc, on va changer ça. Et ce serait ça le problème de Marseille. Et donc, on a au total un discours qui est quand même, qui continue à être antifonctionnaire, qui continue à penser qu'on peut faire mieux, mais sans moyens supplémentaires. Et c'est là-dessus qu'on entend bien, nous remettre le débat. Et c'est pour ça que nous avons posé une journée de grève dès le 23 septembre. Journée de grève qui commence à être discutée dans les établissements et qui reçoit un bon accueil. Bien sûr, on ne peut pas savoir exactement quel sera le niveau de mobilisation, mais de l'avis général, la profession aujourd'hui, son état d'esprit, c'est que il faut effectivement porter les choses en termes de conflit social. Une grève, c'est toujours un conflit. C'est pas le plaisir du conflit pour le conflit, mais c'est qu'effectivement, on a le sentiment de ne pas être entendu autrement que par cette modalité d'action. Et donc, le 23 septembre, nous pensons que nous pouvons réussir une intervention forte des personnels devant l'opinion, dans la rue, dans les manifestations, pour porter leur voix, parce que nous pensons que l'absence de reconnaissance qui est la marque actuelle du gouvernement suscite véritablement un malaise dans la profession, un manque d'attractivité des métiers, et donc nous pensons vraiment pouvoir mobiliser, et en tout cas, la FSU il travaille de manière très forte pour le 23 septembre, et il y aura également une mobilisation publique-privée le 5 octobre, qui participe aussi de ces grandes questions. Quel projet de société, et donc aussi quelle éducation, hein, dans le 5 octobre. On pense aussi que les personnels trouveront toute leur place, même si là, c'est une mobilisation au niveau interprofessionnel. Voilà, je ne développe pas plus, c'est simplement ce cadre-là que je voulais donner en introduction. On va essayer de faire un tout petit bilan pour autant qu'on puisse en avoir des éléments de la rentrée telle qu'elle s'est déroulée, premier, second degré, et puis après on aura des éléments donc, sur l'enseignement agricole, sur les personnels, sur la protection de l'enfance, la rentrée universitaire, et puis Cyprien, pas seulement la voie pro, mais plutôt tout ce qui concerne aujourd'hui la jeunesse, l'insertion des jeunes, le plan Jeunes une solution, parce que ça fait partie évidemment des grands questionnements que nous avons. Notre ambition, c'est bien entendu de porter cette idée que l'éducation doit être au service d'un projet de société de démocratisation, véritablement, et ça n'est pas le chemin qui a été pris par le gouvernement actuellement, mais nous pensons quand même que notre intervention est nécessaire sur cette question. Je passe la parole à Guylaine. Bonjour à toutes et tous. Effectivement,
Le fait de se retrouver comme ça un petit peu après la rentrée nous permet de faire un bilan sur la rentrée, en plusieurs points. D'abord, nécessairement un bilan sur la qualité sanitaire dans nos écoles, puisque les enseignants qui ont repris il y a maintenant une semaine voient déjà les conditions de travail dégradées par la fermeture des classes pour cas de Covid. Ce qui est très inquiétant pour nous, c'est que on n'a pas le chiffre actuellement, hein, on sait, le ministère publiera demain les chiffres officiels, on va dire. On a déjà fait des annonces, on ne sait pas de quand il faut baser sur quelle date, à partir de quelle date vous connaissez ces annonces, mais en tout cas demain on devrait avoir les chiffres remontés depuis ce midi. Ce qu'on remonte de nos départements, c'est qu'on a des fermetures de classes et que ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est pas une fermeture à l'école, mais c'est que parfois on a 3 fermetures sur 6 classes, 5 fermetures sur 7 classes, et on sait que ces fermetures-là, on va les avoir une fois, mais on pourra les avoir dans 3 semaines à nouveau les classes, parce qu'on sait que la dissémination est très importante. C'est pour ça qu'on avait évoqué avec le ministère, mais qu'on n'a pas abouti sur ce plan-là et qu'on demande toujours à avoir une politique de test autre que celle qui est actuellement mise en œuvre. Tests qui, pour le moment, on n'a aucune remontée sur les départements sur des tests massifs. Hein. Depuis la semaine dernière, on n'a pas d'école qui nous font monter des tests dans les écoles. Donc on sait bien de toute façon que ces tests, s'ils sont faits une fois de temps en temps, ils n'apporteront rien à la prévention de la fermeture des classes. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir des tests réguliers pour pouvoir justement ne pas fermer les classes, mais plutôt faire fonctionner les classes avec les élèves qui ne sont pas positifs et soumettre donc, la présence à l'école avec des tests comme le font un certain nombre de pays européens. Après la satisfaction, on va dire, des enseignants de retour en classe les premiers jours, on voit bien que le quotidien se confronte avec la réalité de la crise sanitaire, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est aussi dans la période où la carte scolaire se fait, et notamment les ajustements de rentrée avec les ouvertures et les fermetures de classe. Et on voit bien que dans certains départements, avec des effectifs chargés, on n'a pas les moyens d'ouvrir certaines classes et qu'il va y avoir des tensions dans beaucoup d'écoles. Sur les 2489 postes créés, cette année, un nombre très faible a été utilisé pour les postes de remplaçants. On sait qu'on a eu des suppressions de postes de remplaçants depuis des années. C'est aussi ça qui a été très alarmant l'année dernière, c'est qu'on ne pouvait plus faire fonctionner certaines écoles parce qu'il n'y avait plus de personnel enseignant remplaçant. Il se trouve que toutes les remontées qu'on a de département ces premiers jours montrent que les circonscriptions n'ont plus de personnel à disposition pour remplacer dans les écoles. Donc on est déjà en manque de remplaçants. On voit bien, il y a un manque d'enseignants qui, nouveauté pour le premier degré, se solde par des recrutements de contractuels de plus en plus importants. Dans des départements où ce n'était pas l'habitude, hein, les contractuels étaient embauchés, on va dire, en région parisienne, dans les départements déficitaires, mais dans beaucoup de départements français, on n'avait pas cette habitude de recruter, on avait suffisamment d'enseignants, notamment dans les départements attractifs, par le biais de l'imitation, mais aussi par le biais du concours, où on avait suffisamment d'enseignants. Là, on voit bien qu'on est en manque, donc on a un recrutement incessant de contractuels. On n'arrive même pas à avoir des chiffres justes parce que les DAZEN disent clairement que la semaine prochaine, ils seront peut-être obligés d'en embaucher. Donc, il y a vraiment un problème dans certains départements avec des tensions qui reposent forcément sur les équipes dans les écoles et qui font apparaître dès le début de l'année des difficultés de fonctionnement qui ne sont pas très engageants pour l'année à venir, puisqu'on sait qu'on va être confrontés, puisque les enfants ne pourront pas être vaccinés, ne pourront pas être protégés par la vaccination. On sait qu'on va avoir des enfants, des classes fermées, mais également des enseignants qui seront concernés par cette crise, puisque soit ils auront leurs enfants à garder, soit ils pourront aussi être, même s'ils sont vaccinés, contaminés. Sur cette année, ce début d'année scolaire est encore très symbolique du manque d'anticipation du ministère.
On voit bien on l'a déjà dit il y a 15 jours, mais on voit bien que rien n'a été anticipé. Et on se retrouve avec des situations dans les écoles qui sont très tendues parce qu'il a fallu s'adapter au protocole, à la mise en place du protocole, qui, même s'il a très peu changé par rapport à l'année dernière, pose des difficultés, notamment sur la question du brassage des élèves. Sur le fonctionnement même de l'école et le ressenti des personnels en cette rentrée, on a nous fait remonter aussi un certain nombre de démissions d'enseignants. On a des départements en alerte sur les démissions. Le 66 a communiqué là-dessus, un département de 66 avec une vingtaine de démissions à habituellement il y en a 3 ou 4. Le département du Ille-et-Vilaine a annoncé 24 démissions là, alors que habituellement on est à 2 ou 3. Ce sont des démissions qui questionnent parce qu'on voit bien qu'il y a un manque de paye, un manque de flux et qui finissent par démissionner pour le continuer. Dans le même temps, on a un problème dans le recrutement des étudiants alternants. On sait qu'avec la réforme de la formation initiale, on a des étudiants alternants qui sont à tiers temps dans les classes et on n'arrive pas à combler le nombre de postes d'alternants parce que les étudiants ne sont pas intéressés par ce genre. Donc on voit bien des conditions d'apprentissage, des conditions de travail qui sont dégradées. Quand on questionne les enseignants, c'est bien que ces conditions de travail sont aussi confrontées à la réalité du métier. La question de l'inclusion avec de moins en moins de moyens pour aider les enseignants à faire de l'inclusion dans la classe, avec le manque de PESH, mais aussi des manques d'enseignants surnuméraires, et de l'absence d'enseignants spécialisés qui permettent d'aider les collègues face à des situations d'inclusion qui sont plus ou moins difficiles. Et pendant ce temps-là, on le disait, Benoît le disait tout à l'heure, le débat sur l'école ne s'ouvre pas de la bonne façon, c'est-à-dire que les inégalités continuent de se poser et on ne répond pas à cette question, et on n'avance rien dans le débat sur l'école sur la question de la résorption des inégalités. L'école n'est pas en mesure de le faire actuellement. Il faut vraiment une politique éducative beaucoup plus engageante et beaucoup plus basée sur l'exception des personnels, sur le pouvoir d'agir des enseignants dans la classe, pour pouvoir résorber ces inégalités, mais également sur le nécessaire moyen pour l'école. Et pour conclure, à ce débat pour l'école, Benoît l'a dit, vous aurez peut-être des questions sur ce sujet, mais on voit bien que le débat s'engage sur une opposition par le président d'une école soi-disant moderne, qui serait, en France, c'est les annonces de Marseille, qui serait plutôt une école où le directeur nommerait ses enseignants et dans ce sens, ils seraient plus motivés. Donc voilà, une école moderne et innovante de la part de Macron qui s'opposerait à l'école que nous défendons, qui ne serait pas innovante. Donc beaucoup de réactions par rapport à ça. On voit bien que le débat s'engage très très mal et nous porterons nous dans le débat électoral ce que l'école a besoin et ce que les personnels ont besoin pour justement résorber ces inégalités. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques éléments de bilan sur le second degré. Alors, ici, on a des choses qu'on pourra affiner dans les prochains jours sur les collèges et les lycées généraux et technologiques. Mais le premier constat qu'on peut faire, c'est que finalement, cette rentrée, elle confirme la déconnexion entre les ministres et la réalité qui se passe sur le terrain, puisque quand on regarde les premiers retours qu'on a, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la même réalité que celle que décrit le ministre, qui serait finalement une rentrée qui serait celle d'un retour à la normale avec des investissements pour l'école. Ce n'est pas du tout ça qu'on constate sur le terrain, puisque si on regarde quelques éléments de bilan sur la dimension pédagogique de la rentrée, ce qu'on constate, c'est toujours des effectifs extrêmement chargés dans les classes, que ce soit en collège ou en lycée. Les classes à 28-30 élèves en collège, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les académies. Les classes à 36-37 en lycée, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement répandu.
Et c'est vrai qu'on voit aussi, on a la confirmation des effets de la réforme Blanquer, puisque les chiffres du ministère lui-même avaient montré que, par exemple, sur la classe de première, sur les 2 rentrées de mise en place de la réforme, on avait une augmentation de 62% des classes à 30 élèves ou plus. Et là, on n'a pas encore tous les chiffres, mais on confirme que sur les classes de première, on a bien des classes préchargées du fait d'un tronc commun qui permet en fait de faire des paquets de 35 élèves. Et c'est ça qui préside à la constitution des classes. Et on a la même chose en terminale, avec là aussi des effectifs très, très chargés. C'est quand même une constante. Et c'est vrai que nous, ce qu'on dit, ce que disent les collègues, c'est que ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on peut bien faire réussir les élèves et surtout s'attaquer à tous les défis de la pré-Covid. Alors, au-delà de ces questions d'effectifs par classe, la question des postes que nous avons est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans cette rentrée. Alors, c'est quelque chose dont on a l'habitude, de la même manière qu'on a l'habitude d'entendre une expression bien commune de la part des ministres de l'Éducation nationale et donc des prédécesseurs, qui nous assure qu'à la rentrée, il y aura bien un prof devant chaque classe à la rentrée. Donc, ça n'a pas été le cas. Donc, ça n'a pas été le cas ces dernières années. Nous, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des recrutements de contractuels avant même la rentrée. La petite annonce sur Pôle emploi, c'est quelque chose qu'on a encore pu voir, qu'on voit encore. Et qu'on voit aussi maintenant, là par exemple, sur les postes de CPE. Ça, c'est dans l'Académie de Versailles. Ici, il y avait pas forcément, il y avait des difficultés, mais pas à ce point-là. Et là, il y a un point de tension, par exemple, sur les vies scolaires dans l'Académie de Versailles, avec beaucoup de postes non pourvus. Beaucoup de postes de CPE non pourvus, donc des vies scolaires qui sont quand même largement désorganisées. Et il y a vraisemblablement des difficultés qui s'annoncent. Des difficultés qui s'annoncent de plus en plus importantes. On sait aussi que ce manque de personnel va avoir des conséquences sur les remplacements. Et on remarque quand même des gestions parfois de certains rectorats qui sont assez surprenantes, puisque dans l'académie de Créteil et dans l'académie de Versailles, il y a aujourd'hui un grand nombre de contractuels qui ne sont pas reconduits dans leur contrat. Et on a toute cette situation un peu contradictoire. On sait qu'on manque d'enseignants, qu'il y a des contractuels qui sont là et qui sont mis en difficulté d'une manière ou d'une autre par les recteurs. On constate aussi, au-delà des questions des postes d'enseignants de CPE, des tensions sur les postes d'AESH. Donc, il manque des AESH. On a un certain nombre de retours de collègues qui nous disent j'ai dans ma classe des élèves qui devraient être accompagnés d'un AESH et qui sont finalement seuls. Et finalement, c'est aussi l'enseignant en question qui se retrouve seul face à tous les défis inclusifs dans la classe. Et c'est aussi une rentrée qui confirme que tout ce qui s'est fait autour de l'école inclusive, et Michel Blanquer parle beaucoup, je pense notamment à la gestion par les CAL, pose problème et ne fonctionne pas. Parce que la question de la mutualisation des AESH pose des questions redoutables pour ces collègues-là. Là, des collègues qui se sont dit du jour au lendemain annoncer que finalement, elles passaient d'AESH en maternelle à AESH en collège. Et on a des retours d'AESH qui nous disent leur très grand désarroi de devoir passer en 12 jours à deux approches différentes de l'aide aux élèves en situation de handicap. Alors, la réalité la réalité très différente de celle que décrit Jean-Michel Blanquer à la rentrée, elle se voit bien évidemment aussi dans les lycées. On a toujours la désorganisation et les problèmes posés par l'application de la réforme du lycée, je pense notamment aux tensions sur les emplois du temps ou aux classes qui n'en sont plus, des classes qui ont 38 et 47 professeurs, c'est toujours quelque chose de cette année. Et par ailleurs, vient se rajouter tous les enjeux liés à l'évaluation, et notamment le fameux projet local d'évaluation qui doit servir de cadre à l'ajustement de la réforme du lycée. Et alors là, les premiers retours qu'on a de la part de nos collègues, c'est que finalement, il ne semble pas y avoir un grand empressement à mettre en place ce projet local d'évaluation, parce qu'en fait, ça reste assez flou encore. Les chefs d'établissement eux-mêmes parfois nous disent on n'a pas forcément d'informations, mais c'est à l'image de tout le pilotage de ces derniers mois, ou que ce soit sur la crise sanitaire ou la dimension pédagogique. Finalement, il y a beaucoup de flou dans toutes les annonces. Donc, on sait qu'il y a un texte qui a le projet local d'évaluation qui nous fait craindre ce carcan sur les pratiques pédagogiques et sur la question de l'évaluation. Mais là encore, derrière les grandes annonces du ministre, sur le terrain, on est
on est encore dans beaucoup d'incertitudes, même si ça va être un des enjeux très importants cette année, puisqu'on a déjà des retours de collègues qui nous disent, on a vécu l'an dernier un peu ces prémices du contrôle continu, avec des pressions de la part des familles, des demandes systématiques de vouloir refaire tel ou tel devoir. Alors, quand vous en avez 35 qui demandent chacun leur tour s'ils peuvent refaire tel ou tel devoir, on passe notre vie à faire ça. Donc, c'est quand même un élément qui sera à regarder de près dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis, pour terminer, sur au-delà de la question pédagogique, hein, bien évidemment, les questions sanitaires se posent aussi dans les collèges et les lycées. Et là encore, hein, on est toujours dans cette espèce de grand flou et d'absence de réponse concrète à nos questions, sans revenir sur tout ce qu'on a pu dire sur ces dernières semaines. Si je prends par exemple la question des autotests, de la possibilité de continuer à faire les autotests dans les collèges et les lycées, puisque c'est l'unique réponse du ministre à notre question sur une politique de test dans les collèges et les lycées. Nous, quand on interroge le chef d'établissement pour savoir si, par exemple, on peut avoir des autotests, vu qu'on a déjà utilisé ceux qui nous ont été donnés il y a 6 mois, bah, pas de réponse sur des stocks existants, sur l'arrivée de ces stocks. Donc ça, c'est quand même encore un des points qui reste particulièrement flou. Quant à la gestion de toutes les informations liées à la vaccination des élèves, quand il s'agit de gérer des cas contacts, ou alors quand il s'agit encore de gérer les cas contacts, quand il s'agit de gérer aussi les futurs peut-être sorties dans des lieux qui sont soumis à des passes sanitaires, ou encore quand il s'agit de gérer l'organisation des centres de vaccination, on reste encore là aussi dans le plus grand flou. On a pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la question de l'attestation des parents d'élèves quand il y a un cas dans une salle de classe, bah, en fait, on est vraiment purement sur du déclaratif. Hein, donc, il n'y a personne qui vérifie si ce que nous disent les parents d'élèves sur l'état vaccinal de leurs enfants est vérifié ou pas, ça, personne ne vérifie. Ensuite, sur la question des sorties scolaires, on a alerté notamment sur le fait qu'il y a quand même des enseignements, je pense notamment aux enseignements de théâtre, d'art plastique, qui vont demander tout un programme de sortie qui est extrêmement important et pour lesquels on a besoin d'anticiper et de s'organiser. Et aujourd'hui, quand on dit je veux faire une sortie dans 2 mois dans un lieu qui demande le pass sanitaire, qu'est-ce que je fais pour les élèves qui ne sont pas encore vaccinés? Est-ce qu'ils vont faire un test dans l'établissement scolaire, un test chez eux, etc. On n'a strictement aucune information et nous-mêmes, on a du mal, nous, à se dire tiens, je vais organiser telle ou telle sortie pour nos élèves. Quant à l'organisation de la vaccination en milieu scolaire, au-delà des opérations médiatiques qui ont pu être organisées pour montrer que dès le 1er ou 2 septembre, l'éducation nationale est en mesure d'organiser la vaccination des élèves. C'est là aussi le flou le plus complet. Et passer l'effet de communication et les effets d'annonce, on reste là encore avec beaucoup d'incertitudes. Donc forcément, cette rentrée, on a déjà eu l'occasion de le dire, elle est très particulière puisqu'on vit sur le terrain une réalité qui est très différente et à l'opposé de ce que décrit de ce que dit Jean-Michel Blanquer dans ses déclarations, de ce qu'il peut écrire quand il prend la plume. Mais en tout cas, toujours est-il que cette réalité est très mal vécue. Il y a, on a déjà eu l'occasion d'une forme d'amertume, d'agacement, de colère, qui pourra effectivement se manifester le 23 septembre. Mais il y a aussi, on sent une attente de la part des collègues que on soit aussi en mesure de porter le débat éducatif et de le porter de manière, de manière digne, en tout cas de manière beaucoup plus sereine que ce qui est fait ici ou là. Et c'est ce à quoi on s'attachera dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, second degré toujours, note d'ambiance sans répéter, parce que Sophie vient très bien décrire qu'on vit au quotidien dans les lycées agricoles aussi. Moi, je le dirais en quelques mots. Fin de préparation et éléments de langage. Voilà. Tant sur le plan des conditions sanitaires, et Sophie l'a largement illustré, que sur le plan, on va dire, pédagogique, ce qui est peut-être encore plus navrant. Avec une petite particularité quand même, parce qu'on parle beaucoup des spécificités de l'enseignement agricole, vous savez, on a toujours beaucoup de communication, d'ailleurs c'est uniquement, on a passé 4 ministres, et les seuls investissements qui réellement ont eu lieu sont sur des campagnes de communication réitérées, qu'on soutient par ailleurs, qui ne pose pas de difficulté, et avec vraiment un grand écart sur la réalité après de ce qu'on est capable de faire, de par les moyens qu'on nous donne ou pas dans nos établissements. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'on est au diapason de tout ce qu'elle nous a dit Sophie, nos collègues de l'éducation nationale,
avec une petite différence, c'est qu'on est passé au 3e sous-sol par rapport aux annonces Blanquer. Voilà. C'est-à-dire qu'on est même plus à la remorque. On a des wagonnets qui sont en poste restante sur des rails. C'est très concret. Ça veut dire que, par exemple, voilà, je l'illustre avec 2 choses, toujours sur le plan sanitaire et pédagogique. Il y a 2 choses qui globalement étaient absentes de la journée de pré-rentrée, donc de préparation, l'année dernière. C'était qu'est-ce qu'on fait pour les élèves qui ont subi ce passif pédagogique de 4 trimestres, on parlait des mi-jauges, etc. Ça, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé parce que les 3 bouts d'heures supplémentaires qu'on vous avait pleuré l'année dernière et qui étaient d'ailleurs inefficientes, là, il n'y avait même pas la notification, donc les directeurs n'étaient même pas en capacité de dire voilà, on dispose de ça, essayez de vous débrouiller avec. On dirait qu'on a redémarré dans une situation finalement avec encore moins de visibilité qu'il y a un an sur ce terrain-là. Donc ça, c'est navrant pour des enseignants. Et globalement, c'est dit, et les directeurs étaient très mal, de même pas pouvoir ouvrir le sujet. Et puis, même chose sur les réformes imposées, je dirais même les contre-réformes, parce qu'à un moment, par exemple sur le bac techno, donc là aussi, c'est plus allusion, mais la traduction, il faut inventer ces espèces de nouveaux rubans qui ne disent pas leur nom. Alors nous, on en est à attendre la circulaire qui annonce que les contrôles en cours de formation, qui étaient soi-disant l'une des spécificités des établissements agricoles, et qui ont été rayés d'incertitude pendant l'été pour passer au contrôle continu. On attend la circulaire. Donc en fait, c'était les représentants des personnels qui ont évoqué le jour de la pré-rentrée le fait que les contrôles en cours de formation, ça s'arrêtait, y compris pour les classes qui montent en terminale. Donc le lendemain, les professeurs principaux et coordonnateurs ne savaient même pas réellement que dire aux élèves, voire à leur famille, à partir du moment où on n'avait pas d'information officielle. Donc on devrait l'avoir sous 10 jours. Voilà où on en est rendu chez nous. Et après, du coup, quand on se pose, ce sera mon deuxième et dernier point, quand on se pose la question des conditions de rentrée et puis des perspectives, on a des grands défis dans le secteur qui est le nôtre. Petit système, mais comme vous le savez, depuis la création des lycées agricoles sous Pisani, très très bien réparti, un gros maillage territorial, 2 à 3 établissements par département. On devrait être mis en capacité, on devrait être mandaté, missionné pour assurer le renouvellement des générations en agriculture. Sous 10 ans, c'est la moitié de la population agricole, c'est pas en retraite, c'est pas rien du tout. Je dirais même sous 8 ans maintenant. Et il y a 0 plan, 0 stratégie, en tout cas pas de mandatement clair avec des moyens, y compris d'ailleurs ciblés avec des priorités pour ça. On nous parle beaucoup de transition agroécologique, mais on ne nous permet pas là aussi de l'accompagner. Et ce que l'on vit en réalité depuis maintenant 4 ans, et on nous confirme, le ministre le 31 août nous a confirmé qu'il ne neutraliserait pas les suppressions d'emplois pour la dernière année du quinquennat, on sait déjà pour la rentrée 2022. On est dans une situation de plan social. Voilà en fait ce qu'on vit depuis 4 ans, en guise d'ambition. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, des ministres successifs il y a 5 ans qui ont investi quelques millions dans de la pub. Vous avez vu qu'il y a eu des campagnes de pub sur les métiers, etc. On nous dit, oui, on est même maintenant à faire de la pub avec des flashs, la télé, on a mis 10 millions d'euros, etc., dans le plan de relance. Ouais. Et à côté de ça, nous, on ne donne pas les capacités d'accueillir les jeunes qui pourraient venir. Vous voyez à quoi on en est réduit. Et ce qui est pire dans cette affaire-là, c'est qu'ils auront réussi une chose, c'est à maintenir l'illusion, avec leur campagne, y compris leurs mots choisis, que tout va bien et que ces établissements, ils les ont maintenus, que globalement, il n'y aura pas eu de fermeture. On a déjà vécu une période comme ça, c'était la période sarkozyste, et on a eu des fermetures d'établissements. C'est Stéphane Le Foll, ministre de François Hollande, qui a eu le plaisir d'avoir des manifestations quand l'établissement était rayé de la carte d'envalier, vous voyez, par exemple. Donc, on termine ce quinquennat si rien ne change, et on espère que le Parlement infléchira un petit peu la donne sur le budget. Il y a un rapport qui sera rendu sur la survie de l'enseignement agricole, disent les sénateurs, fin septembre. Donc voilà, est-ce que la donne budgétaire va être infléchie ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'on joue en grande partie ici l'affaissement ou non, je ne vais pas dire l'effondrement, mais en tout cas d'une partie de l'appareil public de formation sur le quinquennat suivant, si là, il n'y a pas, comme Benoît le disait tout à l'heure, une volonté de réorienter, de reconstruire, en gros, d'avoir une ambition pour notre jeunesse, pour l'école, pour notre alimentation aussi. Voilà où on en est rendu.
Et dernière chose, mais vous l'avez vu, je pense, dans le dossier de presse, on pourrait y revenir à cas échéant. Par contre, dans le en même temps, il y a quelque chose qui est mal affiné, mais qui pourtant avance fortement, et on le voit aussi dans l'enseignement professionnel strictement, c'est la libéralisation, la marchandisation et les appels du pied, pour ne pas dire le soutien direct, hein, pas mal d'initiatives privées. Et là, nous, on l'a à tous les étages. Hein, le champ vétérinaire qui est ouvert au privé, des dernières professions réglementées de France, ben, ça y est, hein, il y aura effectivement le monde d'après. Les collectars, dont régulièrement les salles de M. Niel dans la presse font état du fait qu'on l'attendait pour renouveler ses campagnes, pour répondre. Voilà. Et puis on pourrait également évoquer tous les CFA privés qui sont en train de faire florès, donc il n'y a plus d'autorisation administrative depuis la loi Pénicaud, avec des effets d'ailleurs qui commencent à arriver sur les effectifs, les effets d'aubaine, hein, les apprentis gratuits. Donc à la limite, le seul résultat au final de ces grandes campagnes, ça va être l'élément le plus efficace, ça aura été la loi Pénicaud et les effets d'aubaine, là, certainement une poussée des apprentis qui vont continuer. On n'a pas les chiffres, mais c'est ce qui semble se dessiner, avec du coup des effets de bord très importants maintenant sur nos classes de première et terminale dans nos BTS. Voilà, donc on résiste encore sur les classes en France. Combien de temps? Et ça, c'est structurel par contre. Mais il ne faut pas le dire. Alors, vous êtes un peu fâché par les questions, malheureusement. On est désolé, n'hésitez pas si vous voulez un petit peu sortir sur votre table. On a un peu Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais évoquer un petit peu le sujet de la protection de l'enfance, et puis après, je ferai le lien avec l'école, et notamment la question des équipes, ce qu'on appelle nous des équipes professionnelles au sein des établissements scolaires, parce que vous verrez qu'il y a un lien entre les deux sujets qui est important, et notamment dans le projet de la FSU, qui souhaite porter la démocratisation de l'éducation et proposer un projet qui offre un avenir à notre jeunesse, à l'ensemble de notre jeunesse, y compris la jeunesse qui est la plus fragilisée du fait de son histoire de vie, de ses conditions de vie. Je vais commencer par faire un rapide état des lieux de la protection de l'enfance. Il y avait quelques éléments dans le site presse. Aujourd'hui, la protection de l'enfance, ça concerne un peu plus de 300 000 mineurs. Et on considère qu'une grande moitié est placée soit en famille d'accueil, soit en institution. Mais les chiffres que moi je souhaite mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'on considère qu'il y a un sans domicile fixe sur 4 qui est un ancien enfant placé. C'est à rapporter aux chiffres suivants. On considère qu'il y a 2 à 3% de la population générale qui est passée un jour dans les dispositifs de la protection de l'enfance. Donc en proportion, on voit bien qu'il y a une surreprésentation des enfants issus de la protection de l'enfance dans les sans domicile fixe. Et on peut rajouter à ce chiffre-là que selon les études, parce que là, elles sont assez parcellaires, on a entre 40 et 70% des enfants intégrés dans les dispositifs de la protection de l'enfance qui sortent de l'école sans diplôme. Ça démontre là aussi qu'il y a un véritable sujet. Le contexte actuel, dans cette rentrée 2021 pour la protection de l'enfance, alors on l'a tous entendu, hein, l'augmentation assez exponentielle du mal-être des enfants et des adolescents, avec notamment les services de pédopsychiatrie qui sont submergés de demandes. Et puis il y a aussi toutes les questions de confinement successifs, de couvre-feu, qui ont amené un recentrage de la vie sociale qui était extrêmement restreint vers le micro familial. Et dans certains contextes familiaux, ça a entraîné des difficultés soit éducatives, soit des grosses difficultés en termes de maltraitance et de souffrance en danger. Les chiffres avaient été sortis lors du premier confinement. On avait constaté 119% d'augmentation d'appels au 119, du numéro d'enfance en danger, et 35% de signalements enfance en danger en plus, juste au cours du premier confinement. Alors, une fois qu'on a donné ces chiffres-là, on fait le lien et on dit que l'année qui vient s'écouler, elle a permis simplement d'absorber cette hausse de demande au niveau du secteur de la protection de l'enfance pour pouvoir traiter ces nouvelles situations qui ont été révélées. Alors, ce contexte, il existait déjà avant la crise sanitaire, le contexte de forte demande, de manque de moyens au sein des acteurs de la protection de l'enfance. Je pense notamment dans les collectivités territoriales, les conseils départementaux qui sont chefs de file autour de la protection de l'enfance. On constate une surcharge de travail qui est liée au manque de moyens, mais aussi qui est liée de plus en plus à des dispositifs qui ne sont plus en capacité de répondre aux demandes, donc qui génèrent de fortes listes d'attente
Et tout ça, ça entraîne une tension dans la façon dont les professionnels vont travailler, puisque ils se retrouvent à mettre en place un accompagnement éducatif des contraintes, mais par des contraintes externes, mais plus centrées sur les besoins des enfants accompagnés des familles. Je vais faire le lien très rapidement, puisqu'on nous parle dans le dossier de presse du projet de protection de l'enfance, de loi de protection de l'enfance qui est actuellement au Parlement. Pour la FSU, il ne répond absolument pas aux enjeux. Donc, on dit juste un mot rapidement. Il ne répond pas aux enjeux, puisque pour l'essentiel, ce sont des mesures d'affichage, plus qu'une réelle volonté de répondre aux problèmes posés. Et il y a une véritable inquiétude sur la situation des mineurs non accompagnés, puisqu'on s'oriente quand même sur une espèce de création d'un nouveau dispositif qui irait à l'encontre du dispositif ordinaire pour la protection de l'enfance. C'est un vrai sujet qui nous inquiète, on n'est pas les seuls. Ça a été pointé par la défenseure des droits également, qui explique qu'elle s'inquiète d'un droit spécifique des mineurs non accompagnés qui est de plus en plus éloigné de la protection de l'enfance. Et pourtant, les mineurs non accompagnés sont d'abord des mineurs qu'il faut accompagner et protéger. Et je vais faire le lien maintenant avec l'éducation nationale et l'école. Comme je disais en introduction, on a des enfants accueillis dans les dispositifs de protection de l'enfance qui sont surreprésentés dans les milieux, surreprésentés dans les filières courtes d'études, beaucoup moins représentés par contre dans les filières d'études un peu plus longues et on pourrait parler des études supérieures. Et la une des difficultés de l'école aujourd'hui, c'est la question des études pluriprofessionnelles. On a des études pluriprofessionnelles qui portent les infirmières scolaires, les assistantes sociales, les psychologues de l'éducation nationale. Alors on peut élargir après à la vie scolaire, aux équipes de direction et avec l'équipe enseignante, parce que c'est un ensemble qui permet de travailler en commun sur justement la situation des élèves qui sont les plus éloignés de l'école ou qui nous rencontrent des difficultés diverses et variées, que ce soit des difficultés sociales, des difficultés en lien avec la protection de l'enfance, des difficultés de santé. On peut élargir à tout un tas de problématiques et qui permettent à l'école de prendre en compte ces difficultés pour permettre à ces enfants de réussir à suivre une scolarité dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, le constat qu'on fait à la FSU, c'est que ces équipes pluriprofessionnelles, elles manquent de moyens. Alors ça, c'est pas nouveau. La nouveauté, par contre, c'est qu'on constate de plus en plus soit des départs, soit des difficultés à pourvoir les postes vacants. Le chiffre qui a été avancé par le SMIC FSU, c'est 66% des infirmières qui envisagent de quitter leur emploi aujourd'hui. Le constat qui est fait chez les psychologues de l'éducation nationale comme chez les assistants sociaux, c'est qu'on a de plus en plus de postes vacants et de difficultés à recruter. Donc on a effectivement des carrières qui ne sont pas attractives pour les infirmières que pour les assistantes sociales. C'est l'éducation nationale est l'endroit où les bureaux des carrières sont les plus bas en fonction publique. Et les conditions de travail sont excessivement difficiles puisque on a un nombre de postes qui ne permet pas de sauver tous les établissements, loin de là. Fait que les professionnels sont toujours en train de gérer l'urgence. C'est une vraie difficulté. Pourtant, la question des équipes professionnelles, c'est celle bien de pouvoir soulager aussi le corps enseignant des difficultés qui viennent parasiter la scolarité et la dimension pédagogique pour pouvoir travailler en équipe et permettre aux enseignants de se recentrer sur ces questions pédagogiques parce qu'il y a cet étayage autour. Un dernier mot sur l'inquiétude de la FSU, qui est plus qu'une inquiétude d'ailleurs, qui est un refus que le projet de loi maintenant intitulé 3DS, essentiellement en papier, qui prévoit à l'heure actuelle de confier au département de la médecine scolaire. Pour la FSU, il est essentiel et indispensable que les infirmières scolaires, les médecins scolaires et l'ensemble des équipes pluriprofessionnelles restent des personnels d'éducation nationale. C'est bien parce qu'on est à l'interne de l'éducation nationale qu'on peut travailler en équipe avec l'ensemble de la communauté scolaire et permettre à l'école d'être un lieu d'accueil pour l'ensemble des élèves. C'est bon, parfait. Bonjour. Alors, moi, je suis ici pour parler un petit peu d'enseignement supérieur, surtout. À la différence de mes collègues, notre rentrée est quand même encore en cours. On dira, c'est un petit peu moins avancé que dans l'éducation nationale. On fait d'ailleurs notre conférence de presse la semaine prochaine pour essayer d'avoir un petit peu plus d'infos sur
remontée de terrain. Alors, vous avez évoqué le fait que Blanquer aurait tourné le dos à la démocratisation de l'école. Je pense qu'on pourra faire la même conclusion concernant Frédérique Vidal à la fin de son quinquennat, puisque vraiment la question de la démocratisation de l'enseignement supérieur a été rapidement réglée comme n'étant pas un sujet pour Frédérique Vidal, me semble-t-il. Moi, je voudrais aborder 3 points pour aller dans ce sens-là. Le premier, c'est que, donc, vous le savez, on le répète à chaque fois, mais il faut malheureusement encore le répéter cette fois-ci. On a toujours plus d'étudiants sans moyens suffisants pour les accueillir. On en est quand même maintenant à plus 500 000 depuis 10 ans. On en a encore accueilli 34 000 on est en train de les accueillir, 34 000 cette année. Avec un taux de recrutement d'enseignants qui est le plus faible depuis 20 ans. Donc, on a des courbes qui se croisent en Y. On a des courbes qui vont dans le sens inverse. Des enseignants donc, qui sont recrutés 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Les enseignants secondaires, c'est pareil. Et ça ne s'arrête pas, ça continue toujours de descendre. Alors, évidemment, le système vu de l'extérieur continue à fonctionner. Alors, comment il continue à fonctionner? Eh ben, il fonctionne grâce. Je suis en train de manger un petit pack qui. Donc, le système continue à fonctionner grâce à 6 millions d'heures complémentaires effectuées par des vacataires ou des titulaires. 6 millions d'heures complémentaires, c'est l'équivalent de 30 000 postes qui seraient encore statutaires. Ça continue à fonctionner aussi. Alors, quand je dis continue à fonctionner, c'est tant bien que mal et de manière très dégradée. Grâce aux surcharges ou à cause des surcharges de TD, puisqu'il n'est pas rare d'avoir des TD à 45 dans l'enseignement supérieur, et puis la neutralisation, désormais, c'est une nouvelle piste maintenant, neutralisation de certains enseignements, c'est-à-dire que pour valider le diplôme, on ne prend pas en compte un certain nombre d'UE dont on ne peut pas assurer l'encadrement, mais ça débouche quand même sur la délivrance du diplôme. Donc ça, c'est une nouveauté qui nous remonte progressivement de certaines universités, et c'est plus qu'inquiétant puisque ça débouche sur une dégradation forte des formations. Ce qui est compliqué dans ce sujet, c'est qu'on a de grosses inégalités entre établissements et que, évidemment, Frédérique Vidal, quand elle parle des choses, elle s'appuie toujours sur les meilleurs exemples et sur ceux qui sont les mieux dotés. Or, on a au moins une différence du simple au double sur la charge de service public, la subvention de charge de service public sur certaines universités. Un étudiant est financé, par exemple, à hauteur de 5 000 € à Angers, et à hauteur de 10 000 € à Paris-Sorbonne. De la même manière, à Nîmes, on a 4 enseignants face à 100 étudiants, alors qu'à Évry, on en a 13 face à 100 étudiants. Et ça, c'est dans la même année pour faire la même chose. Donc, on a de grosses inégalités qui rendent très difficile de dresser un tableau assez juste. Alors, je n'évoquerai pas les filières en tension, vous poserez une question si vous souhaitez sur la question des STAPS, la question des masters, des étudiants sans master, etc. Je ne dirai pas. Je dirais juste que les STAPS à Rennes, par exemple, n'ont toujours pas fait leur rentrée, puisqu'ils sont en déficit trop grand pour pouvoir assurer l'accueil des étudiants. Les 2 autres points le deuxième point que je développe vraisemblablement pas, c'est juste, je vais revenir pour conclure sur la formule 100% présentiel, qui est devenu le slogan de notre ministre Vidal, 100% présentiel, d'accord. Sauf que bon, ça a progressivement glissé vers une autre formule, qui est une rentrée la plus normale possible, et puis 100% des étudiants sur campus, mais là, c'est plus déjà 100% de la formation en présentiel. Et ce qui nous remonte malheureusement, devant le flou laissé par la circulaire qui a été publiée le 5 août en pleine vacances, je vous rappelle, la circulaire laisse possible de faire des examens en présentiel ou en distanciel. La ministre a fait des appels à projets pour développer les formations à distance, donc ça c'est un vrai flou qui est laissé, et du coup on constate que progressivement l'enseignement à distance s'installe, que les collègues nous font remonter que finalement leur responsable pédagogique leur laisse le choix. Par contre, ils doivent choisir, ils doivent dire ce qu'ils font à distance, ce qu'ils font en présentiel. Les secrétaires, quand on va les voir pour des réservations de salles, ils nous disent oh bah oui, mais bon, là, c'est bon, il n'y a plus de place, mais bon, il peut faire en présent, il peut faire à distance s'il veut. Donc, ça s'installe comme une solution de résolution au manque de locaux. Et puis, quand on refuse de faire des enseignements à distance, parce que normalement, on a le droit, c'est notre liberté pédagogique, on nous dit, oh bah ouais, mais c'est pas vraiment très sympa pour les étudiants. Donc, il y a une forme de pression qui s'instaure et une espèce de normalisation très insidieuse de l'enseignement à distance
ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui. Je ne développerai pas sur la LPR. Si vous avez des questions à poser sur la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche, je répondrai volontiers. Bonjour à tout le monde. Bon, je vais intervenir un peu aussi sur le plan de relance. Vous savez que la FSU elle est très attachée à l'avenir de la jeunesse, et pas seulement l'avenir scolaire, mais aussi l'avenir professionnel de notre jeunesse. On est face à un gouvernement qui a lancé une grande mobilisation sur l'emploi des jeunes. Donc, il convient de regarder un peu plus près les effets de cette grande mobilisation, notamment par le plan Un jeune, une solution. Alors, on a regardé évidemment en premier lieu les chiffres du chômage. Le chiffre du chômage des jeunes, mais il faut regarder aussi les entrées en formation et aussi évidemment les modalités et la qualité de ces formations. Concernant le chômage, ce qu'on se rend compte, c'est que les 30 milliards dédiés qui ont été affectés sur la sauvegarde de l'emploi et la cohésion sociale ont certainement amorti les effets du chômage. Vous avez tous évidemment les chiffres en tête sur ce premier semestre 2021. Maintenant, nous, on a une inquiétude parce qu'il y a deux indicateurs qui sont assez alarmants. C'est l'augmentation des contrats précaires et des contrats de courte durée qui sont fortement liés aussi avec un chômage qui continue d'augmenter chez les jeunes. Décembre 2020, il a bondi de 16% et sur le premier trimestre 2021, on est à 1,2%. Alors, quand on regarde le plan Un jeune, une solution qui vient d'être abondé, puisque maintenant c'est 9 milliards dédié à ce plan. Première remarque, c'est une grosse opacité quand même pour essayer de trouver où sont les 2 millions de jeunes qui auraient été affectés dans ce dispositif, comme l'a annoncé le président au milieu de l'été. Alors déjà, opacité, je vous donne un exemple. Ce dispositif Un jeune, une solution est dédié normalement aux jeunes de 16 à 25 ans. Vous allez sur le site du ministère du Travail, le bilan concerne déjà les moins de 30 ans. Deuxième problème aussi de visibilité, c'est sur quels jeunes sont concernés. Vous savez, comme nous, que les jeunes qui se destinent aux emplois de cadre, de dirigeants, de techniciens supérieurs sont dans des cursus scolaires, universitaires ou de reconversion, formation professionnelle qualifiante assez solide, qui mènent généralement à des diplômes. Donc, comme il est annoncé officiellement, ce plan, normalement, devrait concerner tous les jeunes de 16 à 25 ans, les plus éloignés de l'emploi et les moins qualifiés. Or, si on regarde des bilans, des dispositifs qui concerneraient plutôt ce genre de jeunes, comme je pense au PEC, les parcours emploi compétences, on n'a pas de bilan chiffré aujourd'hui. On a très peu d'amélioration sur les contrats garantis jeunes, sur les contrats d'insertion emploi. Et puis, on a des chiffres, par contre, qui sont toujours brandis comme une solution magique contre le chômage, c'est les chiffres de l'apprentissage, qui sont à peu près à 520 000 contrats signés sur l'année précédente, avec, comme dit le ministère du Travail et même le Premier ministre, une forte progression. Mais si on regarde vraiment précisément cette progression, on se rend compte qu'elle concerne essentiellement les formations de Bac+3 à Bac+5. Donc, on est encore très éloigné de cette fameuse population qu'il faut absolument qualifier parce que l'avenir est assez alarmant dans un contexte économique qui ne s'est toujours pas stabilisé. Et si on regarde les premiers niveaux de qualification sur les chiffres de la DARES, on est à moins 10% sur les niveaux CAP. Alors maintenant, nous, on a une grosse crainte de ce point de vue-là, c'est que toutes ces aides à l'embauche, dans ce plan Un jeune, une solution, il y a les 4 000 € d'aide à l'embauche, il y a les 5 000 € pour les mineurs apprentis, les 8 000 €, on voit qu'elles sont tournées exclusivement vers les entreprises qui l'utilisent beaucoup en fait, pour faire baisser le rapport coût-travail. On a une crainte très forte, c'est que le manque de contraintes, dans l'octroi de ces aides crée des effets d'aubaine pour les entreprises. Et on a un exemple, c'est la grande distribution qui aujourd'hui met en place des plans sociaux très importants vis-à-vis de ses salariés et qui au passage s'investit justement dans l'embauche des jeunes pour embaucher en réalité les aides de ce plan de relance.
Et l'inquiétude qu'on a, c'est que quand on sera à la fin de ces aides, on ait un effet rebond, un effet boomerang, et qu'on se retrouve évidemment avec des apprentis comme des jeunes qui se retrouvent sur le carreau, justement certainement après les élections, puisqu'on a appris il y a quelques jours que ces aides étaient reconduites, alors même qu'on n'a pas de bilan toujours objectif. Très rapidement, sur la qualité et la finalité de ces formations, on a un vrai sujet, c'est le sujet de France Compétences. Vous savez qu'avec la loi Avenir Pro, c'est France Compétences aujourd'hui qui a le contrôle de cette formation. France Compétences n'a pas les moyens, effectivement, elle contrôle l'enregistrement de toutes ces officines qui ouvrent des formations, mais elle n'a pas du tout besoin, elle n'a pas du tout les moyens d'aller contrôler quelle est la qualité de ces formations. Et je crois qu'on n'est même pas les seuls à les dénoncer, puisque, bon, je vais vous donner un élément assez caractéristique, ça fait des années que les organisations patronales critiquent l'école, critiquent les diplômes, cette société des diplômes, en disant on a des problèmes dans des secteurs d'emploi parce que les jeunes ne sont pas formés, parce que donnez-nous la main sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, avec la loi Avenir Pro, les organisations patronales ont la main complète sur l'apprentissage, par exemple. Et quand on écoute la radio, aujourd'hui, ils disent la même chose. On a des jeunes informés, on a des jeunes qui sont éloignés des compétences. Donc, on voit bien que le problème n'est pas là. C'est pour ça que pour nous, en conclusion à la FSU, on pense qu'il faut vraiment changer de façon de penser les choses. Il faut regarder précisément ces jeunes éloignés de l'emploi et arrêter toutes ces formations de 3 mois qui forment aux soi-disant compétences sociales minimales, qui sont soi-disant adaptées à l'emploi. Il faut réinvestir sur des formations solides, sur des formations longues et diplômantes. Il en va de l'avenir des jeunes. Et il y a de l'argent, il y a les 9 milliards là, mais vous savez qu'il y a aussi 15 milliards qui avaient été budgétés au début du quinquennat sur le plan, sur les PIC, plan d'investissement compétences. On n'arrive pas à avoir de bilan sur les pactes régionaux, mais on sait, quand on interroge les régions, qu'ils ont déjà réorienté ces milliards sur d'autres populations que les jeunes les plus éloignés. Et dans le même temps, bon, je ne vais pas me permettre une comparaison, mais quand on voit les lycées professionnels, on sait que le budget d'enseignement professionnel public, c'est 4,5 milliards d'euros et qu'on a bénéficié de 0 millions pour améliorer l'accueil des jeunes. C'est même pire, hein, puisqu'on a 1000 emplois supprimés dans les lycées professionnels publics, l'équivalent de 20 lycées pro rayés de la carte. Donc pour nous, à l'EPSU, il faut absolument sécuriser ces parcours scolaires et professionnels des jeunes, parce qu'il y va de l'importance de leur avenir. Et deuxième point pour nous très important, c'est tout ce qui est secteur stratégique. On parle beaucoup de la réindustrialisation. Aujourd'hui, si on regarde des bilans, il y aurait 20 000 jeunes qui auraient été formés dans ces secteurs-là, sauf qu'il y aurait un enjeu fort, hein, s'il y a un enjeu économique fort sur la réindustrialisation, c'est pas, en tout cas, c'est pas concrétisé dans la formation. Et puis, évidemment, un enjeu fort sur l'écologie et sur la transition écologique. On sait qu'il y a des milliards qui vont être dédiés à la transition écologique. Pour nous, on sait aussi, hein, il y a 2 secteurs qui vont être fortement mobilisés, c'est certainement le bâtiment et le transport. Voir comment on travaille ce changement de pratique professionnelle avec ces nouveaux matériaux, etc. Aujourd'hui, on n'a aucune modification des termes des formations. Je pense au lycée professionnel, mais ça peut aller plus loin. Hein. Donc, quels sont les jeunes qui vont pouvoir couvrir cette transition écologique. Donc, pour nous, les services publics, il y a vraiment aussi une contradiction. On ne peut pas laisser la main aux seules entreprises et aux seules organisations patronales sur des enjeux aussi urgents et prioritaires que la transition écologique. Il faut que ce soit l'ensemble des services publics qui soient mobilisés. Évidemment, dans ces services publics, il y a tous les diplômes professionnels, du CAP au BTS à la licence professionnelle qui doivent être aussi mobilisés. Allez-y. Je voulais savoir ce que vous savez de la loi Avila qui arrive à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement dedans? Comment ça va se caler avec les déclarations de vaccins?
Alors, effectivement, alors d'abord, c'est évident que les déclarations de Macron la semaine dernière ont forcément percuté tout le débat qui est actuellement sur la direction d'école. Quand on a rencontré Jean-Michel Blanquer il y a 15 jours au ministère sur l'action du Grenelle, il a annoncé les chantiers qui allaient avancer et dans son propos, il a parlé du statut de la direction d'école. Donc, il y a vraiment une concomitance avec ces annonces. Sur la loi RIAC, ce qu'on en sait pour le moment, c'est qu'elle passe à l'Assemblée le 29 et le 30, c'est dans le calendrier parlementaire, et qu'elle passera en commission à l'Assemblée le 22. Donc là, actuellement, elle en est à l'état des sorties du Sénat, mais rien ne l'empêche donc à la sortie du Sénat, on avait la question du statut fonctionnel. Rien ne va les empêcher là de renforcer la loi et notamment de fixer un cadre juridique parce que actuellement dans l'expérimentation que Macron annonce à Marseille, il n'y a pas de cadre légal que le directeur puisse nommer des enseignants. C'est complètement hors cadre. Donc rien ne les empêcherait de la loi de le mettre. On a appris hier soir qu'on était convié à une multilatérale mardi prochain avec le ministre sur les annonces du président Macron à Marseille. Donc voilà, la discussion va s'engager. C'est évident qu'on ne peut pas déconnecter tout ça de la direction en cours, de la discussion en cours de la direction d'école et de la loi RIAC d'admission. La multilatérale en question, c'est mardi prochain à 11h30. Oui, mardi 14, 11h30. Et sur cette loi, on le sait, donc après, c'est la navette parlementaire, si elle est remodifiée, elle retournera au Sénat. Mais en tout cas, on sait qu'on a une volonté du ministre d'aller très très vite sur la loi RIAC. Il voulait d'ailleurs que ça passe avant la fin de l'année scolaire dernière. Et donc là, il y a vraiment une. Oui, moi j'ai deux questions. La première, je ne comprends pas bien ce qui va se passer, je ne sais pas si vous avez bien compris, avec les concours cette année, parce que on arrive à l'année blanche avec le décalage d'un an du concours de recrutement. Donc, que va-t-il se passer? Est-ce que budgétairement, on va avoir des créations de postes ou est-ce que tout va porter sur les contractuels, enfin les étudiants contractuels alternants? Que savez-vous là-dessus? Deuxième point, pour continuer sur ce que disait Sigrid, j'ai été très surpris, nous avons reçu un dossier de presse sur les 16-18 ans qui sont maintenant soumis à une obligation de formation. Sauf qu'on nous explique dans le dossier de presse que c'est formidable, ils sont soumis à une obligation de formation. Mais que s'est-il passé depuis la loi là-dessus? En quoi est-ce différent? Est-ce qu'on a des chiffres différents de ce qu'il y avait avec la garantie jeune? Qu'avez-vous comme information sur la mise en œuvre de la loi? Personnellement, je veux pas classifier. Oui, quelques éléments, et puis après peut-être qu'on pourra compléter sur la question des concours. On est effectivement sur une année de transition où on a les contractuels alternants qui symbolisent d'ailleurs cette année de transition, puisqu'ils sont cette année, ils vont continuer leur M2, ils vont aussi préparer le concours, ils vont préparer aussi leur master, et ils sont dans la situation où ils sont mis en situation devant les élèves et en responsabilité. C'est-à-dire que les contractuels alternants, ce sont des étudiants qui se retrouvent, par exemple, avec une classe de 6e, une classe de seconde, et ils doivent assurer tous les cours prévus à l'emploi du temps, par exemple, dans une discipline en 6e ou en seconde. Alors, ils sont aussi ils sont dans cette situation très particulière, cet entre-deux. Ils sont dans une très grande précarité, puisque ces contractuels alternants, ils ont l'équivalent d'un peu plus autour de 700 € net par mois. Ils ont notamment la partie de l'ISO qui leur est versée. Et donc, ils doivent tout mener de front. Ils doivent mener la préparation de leurs cours,
la préparation du concours et la validation du master. Et nous, le tout premier bilan qu'on fait là-dessus, sur les contractuels alternants, on n'a pas encore tous les chiffres, mais c'est un dispositif qui est quand même très loin des objectifs qui étaient annoncés. Le dispositif ne fonctionne pas en l'état, puisque par rapport au calibrage dans chaque académie de recrutement des contractuels alternants, on est quand même très loin de compte, puisque si par exemple dans l'académie de Lyon, il y avait un objectif de 345 contractuels alternants, on en est à 70 qui ont été recrutés. Dans l'académie de Versailles, on était sur une fourchette de 150 à 200 contractuels alternants. Pour le second degré, c'est 80 qui ont été recrutés. Donc ce dispositif n'attire pas, mais ce n'est pas une surprise. Enfin, je veux dire, qui aujourd'hui voudrait être payé 700 € par mois, préparer le concours, préparer des cours et valider son master. Donc ce dispositif transitoire ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ça pose des questions dans les établissements, puisqu'on avait prévu dans les collèges et les lycées de réserver certains supports qui correspondent à un certain pour ces contractuels alternants. Et là, en fait, sur ces supports-là, il n'y a personne. Et la question qui se pose là en ce moment dans les collèges et les lycées, c'est qu'est-ce qu'on fait du service qui a été prévu pour le collègue contractuel alternant. Par exemple, très concrètement, pour mon lycée, c'est le cas, il y a un contractuel alternant qui n'est pas venu en mathématiques, et là, la grande question, c'est qui va récupérer le service qui était prévu en mathématiques. Donc, il y a aussi après les conséquences dans les établissements. Et après, ça, c'est vraiment pour le dispositif transitoire. Et après, on est pour les étudiants qui n'ont pas choisi d'être dans ce dispositif contractuel alternant, sur une année de préparation de concours tout au long du M2, avec le concours qui aura lieu en fin de M2, et ce sera la nouveauté de cette année. Voilà quelques éléments avec un bilan qui n'est forcément pas complet, mais si ça peut donner quelques pistes sur la période transitoire et ce qui attend pour la suite. Quelques éléments. Si je peux ajouter, juste sur les alternants, la difficulté qu'on rencontre c'est ce début d'année dans le premier degré, c'est le suivi de ces étudiants alternants. Normalement, on nous avait annoncé que ce serait des CPC ou des PEMF qui les suivraient, ou des formateurs, des gens formés, et en fait, on se rend compte dans beaucoup de départements, c'est le directeur, parce que en fait, ou la directrice, parce que souvent, ils complètent le directeur ou la directrice à tiers-temps, et c'est à eux de suivre et de devenir tuteurs de ces étudiants-là, alors qu'ils ne vont pas demander à être tuteurs. Donc, il y a aussi cette gestion, on nous avait présenté d'ailleurs comme clairement, dans les directions académiques, comme des moyens d'enseignement, on se rend compte qu'effectivement, ils servent comme moyens d'enseignement, ils ne sont pas, il n'y a pas assez de volontaires, et en plus, on les fait suivre par des directeurs qui ne sont pas, d'habitude, ne sont pas chargés. Oui, alors très rapidement, de toute façon, sur les 16-18 ans, vous savez que les supportent un mandat historique qui est la scolarisation des jeunes obligatoires jusqu'à 18 ans. Donc, il faut bien comprendre que cette formation obligatoire 16-18, c'est différent de la scolarisation obligatoire, puisque du coup, elle n'engage pas que le ministère de l'Éducation nationale, elle engage aussi tous les autres opérateurs qui relèvent notamment du ministère du Travail. Donc, nous, on a demandé un bilan avec Benoît quand on a rencontré le Premier ministre. Il nous a dit qu'il l'enverrait, mais qu'en fait, il n'avait pas de bilan précis et que tous ces jeunes, que ça progressait, on attend les chiffres, mais que tous ces jeunes rentraient dans les dispositifs, en fait, un jeune, une formation. Donc, on a toutes ces... ils considèrent comme formation parfois des formations de 3 mois sur des compétences sociales qui sont ensuite certifiées par des open badges. Donc, pour l'instant, on voit bien que ça a été plutôt un effet d'affichage, ces formations 16-18 ans, plutôt qu'une véritable volonté politique. Donc, il faut nous, on continuera aussi dans le débat public et sur l'avenir de la jeunesse et l'avenir professionnel de cette jeunesse, à demander des bilans et à demander des cadrages aussi sur les opérateurs, que ces formations 16-18 soient qualifiantes et diplômantes. Oui, j'ai 3 petites questions sur le lycée et ce qui s'ouvre sur l'évaluation. Je veux savoir quel travail déjà a été engagé avec le ministère, comment ça se passait, ce que vous en attendiez, et aussi comment ça se passait concrètement actuellement dans les lycées, où il va bientôt y avoir des évaluations sans du coup qu'il y ait ce cadrage effectué. Donc concrètement, comment ça va se passer dans les lycées. Deuxième question sur la grève du 23.
vous disiez que c'était le seul moyen que vous y aviez repéré pour vous faire un peu entendre dans la société. Est-ce que ce n'est pas un peu à double tranchant avec le risque de braquer un certain type de population qui n'aurait pas les enseignants dans leur cœur et qui dirait que c'est une nouvelle grève enseignante? Et j'ai une toute petite question pour M. Castel sur la loi 3DS. Il me semblait qu'il n'y avait pas le transfert de la médecine scolaire dans le dernière mouture de la loi. Je me suis oublié de dire ça, enfin, ouais, petite précision là-dessus. Merci. Oui, alors, sur le lycée, le travail engagé avec le ministère, alors engagé, c'est pas un grand mot, disons que les derniers échanges qu'on a eu avec le ministère affilié sur une discussion à la fin du mois de juillet sur avant l'apparition de la note de service de tous les textes réglementaires relatifs au projet local d'évaluation. Aujourd'hui, les textes existent et le ministère estime que le cadre est là. Alors, on a eu un échange très rapide avec la DGESCO il y a une dizaine de jours qui nous a dit qu'il sortirait un guide de l'évaluation, un peu sur le même modèle que celui qui était sorti au mois l'année dernière. On sent qu'on en sache un peu plus sur le contenu ou sur un calendrier précis. Mais aujourd'hui, on a ces textes, on n'a pas plus de perspective de discussion. On sait que ça va être a priori à l'ordre du jour du prochain comité de suivi de la réforme du lycée. Donc la première séance devrait se tenir début octobre. Mais ce serait plus dans l'idée, d'après les échanges qu'on a eus avec les collègues du comité de suivi, de faire un premier bilan de ce qui se passe dans les établissements. Et dans les échanges qu'on peut avoir, on sent que tout le monde se demande un peu maintenant comment ça va se passer. Et dans les retours qu'on peut avoir de nos collègues des sections académiques qui ont été en lien avec les rectorats, c'est qu'il y a aussi des recteurs qui disent, eux, attendent des précisions ministérielles. Donc, on est dans cette espèce de situation d'attente où on sent bien que c'est quand même quelque chose qui est important, qui peut toucher à notre métier de plein de façons différentes, mais sans y voir plus clair pour le moment sur la façon dont on va se faire. Et ça pose effectivement problème, parce que ce qu'on dit, c'est que si le projet local d'évaluation, finalement, il est fini au mois d'octobre, au retour des vacances d'automne, ça veut dire que d'un coup, les enseignants vont on va leur dire tout ce que vous avez fait jusqu'ici, ça ne correspond pas au projet local d'évaluation, donc soit il faut tout refaire, soit il va falloir refaire d'une autre manière. Vous avez fait tel type d'évaluation, ça ne rentre pas dans le projet local d'évaluation, donc dépêchez-vous de changer. Donc c'est vrai que je ne cherche absolument pas à défendre le projet local d'évaluation, mais cette absence d'information rend quand même les choses très compliquées. Ce qui fait que dans les lycées, que se passe-t-il? Soit à la pré-rentrée, on a eu finalement une présentation très officielle de la chose qui s'est bornée à nous dire voilà, il y a de nouveaux textes, voilà ce qu'il va falloir faire, sans aller plus loin. Parfois, il y a eu des informations sur le fait qu'il allait falloir banaliser, on a eu la possibilité de banaliser 2 demi-journées pour discuter sur le projet local d'évaluation. Mais là encore, sans forcément aller plus loin, parce que personne ne sait exactement quel cadre de ce travail. Donc, après, il y a parfois quelques initiatives individuelles, du type dépêchons de nous mettre au travail tout cadré. Mais c'est là aussi, parfois, c'est assez surprenant. Donc, on est finalement dans un mode de fonctionnement du projet local d'évaluation qui est assez agnostique de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire beaucoup de flou, même si nous, on voit venir un peu les dangers potentiels de cet outil-là. Voilà, donc c'est pas une réponse très précise, mais c'est l'image de ce qu'on dit. Juste un complément, il y a aussi un autre élément qui est complètement. Je ne dis pas qu'il est hors d'une réflexion à un endroit, donc un jour on verra qu'il va se passer quelque chose. Mais mes collègues sont beaucoup revenus et ils ont bien raison sur tout ce qui va être le suivi des élèves à besoins particuliers. Et alors là, mes amis, je ne sais pas ce qu'on va inventer de si particulier que ça pour les répondre, parce que le passage au contrôle continu, ça veut dire que ce que l'on faisait sur des épreuves éventuellement ponctuelles, ce qu'on essaie de faire sur les épreuves carrières, là, on va être amené à le faire en multipliant par définition. Il y aura un certain nombre de notes pour faire une moyenne, et dans un certain nombre de disciplines. Donc, les tiers-temps, les aménagements, les lecteurs-scripteurs, tous ces éléments sur lesquels on bidouille quasiment en tirant un collet par la manche, ben là, on nous dit qu'il va falloir être agile. Vous savez, on est agile. On est un peu au bout. Juste sur la grève, j'ai vraiment faire très court parce que les données
du problème, ce sont celles que vous énoncez, quoi. C'est effectivement ne pas braquer l'opinion, au contraire, montrer qu'on fait une grève pour un système éducatif amélioré et donc avec la perspective de solidariser l'opinion, hein, c'est bien ça l'objectif. Il y a toujours le risque, effectivement, d'apparaître comme repliés sur nous-mêmes, faisant une grève pour nos petits intérêts particuliers, puis dans notre coin, et puis de manière routinière. Tout ça, on le prend en compte dans notre réflexion. C'est pour ça qu'on va essayer vraiment de montrer que l'école est à la croisée des chemins et qu'il faut entendre la voix des personnels. Je crois que c'est vraiment ça qu'on peut essayer de démontrer à l'opinion. Sur le mode du conflit, bien sûr, parce qu'on y est réduit, parce qu'effectivement, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une espèce de rouleau compresseur et que médiatiquement, ils ne sont pas mauvais non plus. Hein. Comme disait Emmanuel Macron, a eu des propos indignes et honteux, ce qui dit quand même que c'est presque la faute des enseignants si ça ne fonctionne pas dans les écoles à Marseille, en tout cas. Bon, pour nous, ça nous fait sauter de notre chaise, mais voilà, quand on retient l'opinion exactement, est-ce que finalement ça ne laisse pas des traces aussi, et j'ai l'impression aussi qu'ils savent ce qu'ils font. Donc nous, on a besoin de montrer que les personnels sont fortement mécontents de cette situation, et en tout cas, on besoin de le dire, mais évidemment, solidarité avec l'opinion, ce n'est pas la seule modalité d'action. Il y a des actions qui se mènent localement aussi dans les écoles, les établissements. On essaie de faire monter tout ça et de faire en sorte que cette journée, ça soit le débouché un peu des diverses actions qui peuvent se mener aussi avec les parents, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas une question simple là, pour nous à régler. Oui, alors donc, sur la loi 3DS, effectivement, il y avait le projet originel évoquait la décentralisation de la médecine scolaire qui avait été, au moment du passage du texte à l'Assemblée nationale, avait été retiré. Et lors du passage au Sénat, il a été rajouté parce que c'est une demande forte d'un certain nombre de collectivités territoriales de bénéficier de la médecine scolaire. Il a été rajouté une disposition expliquant que dans un délai de 6 mois, un rapport était élaboré sur l'opportunité, alors j'ai plus la formulation exacte, mais sur l'opportunité, les modalités de décentralisation de la médecine scolaire. Ce qui laisse sous-entendre quand même qu'il y a toujours une forte volonté d'un certain nombre d'acteurs politiques de mettre à disposition notamment des départements la médecine scolaire. Et donc c'est là toutes les inquiétudes de la FSU, parce que ce sujet-là, c'est un vieux serpent de mer qu'on a depuis un certain nombre d'années, qu'on va revenir à des occasions diverses et variées, et depuis quelques années, beaucoup. Et là, on voit que dans le cadre de ce projet de loi, malgré le gouvernement de la ministre qui explique que dans cette situation, alors qu'on a fortement sollicité des personnels de la médecine scolaire dans le cadre de la crise sanitaire, ce n'est pas le moment de pouvoir mettre ce sujet-là et sa justification de ce recul sur le projet de loi 3DS. On voit bien que finalement, quand ça repasse devant le Parlement et notamment au Sénat, c'est plus si clair que ça et que ça laisse peser de fortes craintes sur les professionnels concernés qui sont majoritairement, et c'est qu'elle a été opposés à cette tentative de décentralisation, quel que soit son format. Et, 2 questions. La première, vous avez dit qu'il y aura, en termes de personnel, ce sera inférieur à la fin du quinquennat au début. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres? Et deuxième question, sur les retraites, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y aura une réforme des régimes spéciaux ou pas? Je prends celle-là d'abord, parce que sur les retraites, effectivement, ça fait en gros 18 mois qu'on est dans le jeu réforme par réforme. À chaque fois, tous les 2-3 mois, on a une rumeur selon laquelle c'est relancé. 3 jours après, on apprend que ce n'est plus le cas. Et finalement, on l'enterre définitivement. Et puis finalement, ça repart, ça ressort. Bon, ce qu'on a compris, c'est qu'en tout cas, la réforme par points était enterrée jusqu'à la prochaine mandature, hein, donc pas dans ce quinquennat. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait une intention du président de la République de relancer ce débat en termes de mesures un peu, non pas ce ne seraient pas des mesures d'ampleur, mais des mesures plus faciles à prendre rapidement en termes effectivement de suppression des régimes spéciaux, mais pour les nouveaux entrants dans les régimes spéciaux. Et on entend par régime spécial
EDF, RATP, etc., pas la fonction publique. Est-ce que M. Castex vous en avait parlé lorsque vous l'avez rencontré? Oui, il nous a demandé effectivement ce que nous penserions de mesures à la fois de la réforme telle qu'elle était envisagée, mais ça allait rapidement, et à la fois de réformes immédiates et rapides. Il avait dit régimes spéciaux ou... Alors non, il ne nous a pas détaillé sur les régimes spéciaux, mais c'était dans l'entretien qu'on avait eu avant avec la direction de cabinet, c'était effectivement les 3 pistes, c'était régimes spéciaux, 1 000 € pour les minima de pension, c'est-à-dire une amélioration pour les minima. Bon, après, il faut voir ce qu'il y a derrière les 1 000 €, etc. Mais, et puis recul de l'âge. Donc il y avait ces 3 choses qui étaient sur la table. Castex n'a pas abordé directement, mais nous on a redit sur le recul de l'âge, etc. Voilà ce qu'on en pensait. C'est évidemment des choses qui sont inacceptables pour les droits des personnels. Et donc, on sentait que du côté du Premier ministre, il y avait la volonté de recueillir quelque part des arguments parce qu'il y avait une poussée forte au niveau de l'Élysée pour faire quand même des réformes, pour faire des choses, et que Castex était plutôt sur le pied sur le frein, sentant que c'était vraiment explosif et que ça allait être compliqué à gérer. Donc voilà où on en est. On sent que là, Castex a pris un peu l'initiative de border les choses, et c'est très bien honnêtement, parce que se lancer dans des mesures sur les retraites actuellement, et surtout recul de l'âge, hein, quand on sait que dans les professions, alors notamment chez les enseignants, mais ça concerne aussi d'autres professions, on ne pourra pas traiter la question par le biais de la pénibilité. On ne pourra pas dire tous les enseignants sont dans une situation de pénibilité, parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Or, si on fait travailler les enseignants au-delà de 60 ans, on voit sur le terrain que c'est extrêmement compliqué. Et actuellement, les enseignants entre 60 et 62 ans, souvent ils tirent la langue, souvent ils sont obligés contraints de prendre des temps partiels, etc. etc. Et donc, recul de l'âge, ce serait terrible, mais je ne développe pas là-dessus. Sur les chiffres, moi, je n'ai pas de chiffres stabilisés sur l'ensemble des personnels. Il y a eu globalement mais peut-être vous allez dire une stabilité sur le premier degré, et puis c'est compliqué sur même les... un peu plus sur le second degré. Sur le premier degré, il y a eu quand même faire le calcul, mais je n'ai pas terminé. En fait, je n'ai pas le détail entre ce qu'on avait comme poste à la sortie du quinquennat précédent et ce qu'il y aurait pu calculer à la sortie du prochain quinquennat. Ce que vous dites globalement, il y a une baisse. Mais voilà quelle importance, parce que c'est contraire à ce que dit le gouvernement. Ça se calcule en nombre de postes et ça se calcule aussi en nombre de priorités. C'est-à-dire que par exemple, dans le premier degré, il y a eu des créations de postes, il y a eu des créations, des postes de créer, mais la priorité a été telle de mettre sur le fameux dédoublement des CP, CE1 et grandes sections, donc à 12 élèves par classe. C'est une mesure qui est très coûteuse en nombre de postes. Il faut énormément de postes pour le faire. Donc, dans le même temps, quand on fait ça, on surcharge les autres classes parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens, on supprime les postes de remplaçants ou d'autres postes. Et en fait, on se rend compte qu'avec un nombre de postes conséquent, voire un petit peu rose, j'ai pas les chiffres, mais en tout cas, ça ne règle pas le problème sur le terrain parce qu'on a toujours des classes chargées par ailleurs. Par endroit, et dans d'autres, donc c'est un peu compliqué de dire en nombre de postes. Après, il faut calculer aussi en termes de baisse démographique. Ça se calcule aussi. Donc c'est pas, on ne peut pas se dire, à la fin du dernier quinquennat, il y avait tant d'enseignants. Là, il y en a tant. Voilà ce qu'a fait le gouvernement. Oui, voilà ce qui a été créé. Mais comment ça s'est développé derrière? Comment ont été utilisés ces postes? C'est pas parce qu'il y a beaucoup de postes que ça améliore le système. Parce que ça dépend où ils sont mis les postes. Alors, nous, dans le second degré, il n'y a eu que des suppressions de postes. Peut-être que l'équation sera plus simple, mais en tout cas, il n'y a eu que des suppressions de postes, puisque si on prend depuis 2017, depuis la rentrée des 18, qui a été en fait la première gérée entièrement par Michel Blanquer, on a eu la suppression de 7 486 emplois. Donc ça, c'est un nouveau bilan de suppression d'emplois d'enseignants. Et donc, on est bien sur des postes en moins dans les collèges et les lycées, alors que dans le même temps, on avait 63 662 élèves de plus. Donc là, on voit bien que ça dégrade quand même les conditions dans lesquelles on accueille les élèves.
Et on a calculé que si on voulait juste entre guillemets, garder le taux d'encadrement de 2017, donc fin du quinquennat précédent au début, il aurait fallu créer 7564 emplois. Voilà, ça, on a fait un calcul, et là, le bilan aujourd'hui, c'est moins 7490. Donc, on est quand même sur une diminution qui est assez nette, qui représente quand même des volumes très importants. Hein. C'est le chiffre qu'on avait donné dans notre conférence de presse de rentrée. 7490 emplois en moins, c'est l'équivalent quand même de 166 collèges qui sont rayés de la carte. Donc, c'est comme si sur le quinquennat, avec le Michel Blanquer en manette, il y avait 166 collèges qui avaient disparu en termes d'effectifs d'adultes. Donc, voilà, après, il y aurait très certainement, et on fera, on regardera aussi par catégorie, les CPE, professeurs, etc. Mais aujourd'hui, le bilan pour nous, il est assez clair. On est bien sur un bilan extrêmement négatif. Et juste vraiment, on ne va pas abreuver de chiffres, et c'est vrai qu'on est. En gros, nous, ce qu'on compte dans les bilans sociaux, c'est plus 6500 dans le premier degré. Et avec toutes les limites qu'a dit Guylaine, parce que dispositif nouveau, donc il y aurait eu besoin d'amender plus 6500 et moins 7500 dans le second degré. Et par ailleurs, si on prend l'ensemble des personnels administratifs, infirmiers, etc., on a eu une stagnation globalement, je ne sais pas le détail, mais on a eu une stagnation. Et on peut afficher qu'il y a eu une hausse parce que, par exemple, il y a eu plus d'AESH, parce qu'il y a eu une obligation plus forte à ce qu'il y ait davantage de personnel accompagnant les élèves. Donc, si je prends cet exemple-là uniquement, effectivement, sur un bilan global de l'éducation, on a, je disais une baisse, c'est vrai que la baisse n'est pas énorme, hein, on a eu une stagnation et un redéploiement en interne. On a même eu des créations via les AESH, parce qu'il y a des obligations nouvelles, mais sur les moyens d'enseignement, le taux d'encadrement des élèves, etc., on a des difficultés plus grandes en cette fin de quinquennat qu'en début du quinquennat. Voilà. Sur la partie enseignement agricole, juste, je vous ai parlé de plan social, on a fait nous aussi un petit calcul plus simple. 300 ETP, ce qui ne représente pas grand-chose, hein, quand vous regardez les chiffres de nos collègues. Et quand on le rapporte au nombre d'élèves et du coup la fragilité de notre dispositif, c'est de l'ordre de 10 à 15 000. Voilà. Et en rapport au nombre d'élèves. Et par ailleurs, avec une vraie différence de traitement qui nous ulcère très fortement, un gouvernement qui n'assume pas, là où le gouvernement Sarkozy à l'époque l'assumait, c'est qu'il privilégie le privé, qui pourtant a eu une chute de son recrutement majeure durant les 4 années. Là où l'enseignement public a bien résisté, avec même une reprise une année sur les 3 derniers. Voilà. Alors, quelques questions, mais le temps tourne, on va vous demander des réponses un peu concises, J'avais une question plus pour Safia Higuchi sur les infirmières de l'éducation nationale. Comment s'est passée cette rentrée? Est-ce que vous êtes à nouveau sollicité pour les tests et pour la vaccination? Comment ça se passe? C'est une rentrée difficile, hein, si je peux compléter par rapport au poste, qui est cette question de rentrée. Sur le quinquennat, nous, il y a une mutation de poste et un gel des façons. Poste qui était pourtant programmé par l'ancienne gouvernement, et les façons sont faites uniquement sur Mayotte, avec le nom structurel qu'on connaît là-bas. Donc, plus d'élèves, moins de moyens pour les infirmières, et avec une crise pandémie qui a aggravé la situation des élèves, dégradé leur état de santé, et aussi l'inégalité d'accès à la vie scolaire et c'est l'émission des infirmières. Donc, cette rentrée, c'est la troisième avec une rentrée sous Covid, avec des mesures sanitaires à encadrer, à accompagner pour les infirmières nationales, mais également les élèves dont l'état de santé se dégrade avec des besoins de plus en plus exprimés, de plus en plus profonds. Donc, nous, c'est une rentrée très difficile. Les mesures sanitaires vont continuer et on n'a toujours pas de moyens pour les mettre en œuvre pour accompagner l'éducation à la santé de qualité. C'est quelque chose qui manque cruellement. Il y a toute cette inquiétude sur la vaccination, toute la question des parents sur la vaccination. Alors, effectivement, on a annoncé que la vaccination, et ça c'est quelque chose qui possible, serait effectuée par les équipes des ARS, mais néanmoins, dans la réalité, sur le terrain, on continue de mobiliser les infirmières. Je pense avec les du Créteil particulièrement, où on leur demande de surveiller, en fait, elles participent à la vaccination et c'est autant d'élèves qui sont laissés aux portes des infirmeries et autant de séances d'éducation à la santé qui sont pas menées, alors aussi qu'il y a une nécessité là de revenir sur des éducations à la santé par rapport aux mesures sanitaires,
mais aussi tout ce qu'on n'a pas fait ces dernières années en termes d'éducation à la santé plus globale. On pense à l'éducation à la sexualité, à la lutte des inégalités aussi, et tout ce besoin déjà qui est exprimé profondément, hein, et aussi, je pense que l'addiction, au rythme de vie, aux consommations, aux écrans, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à l'heure actuelle. Et à défaut de le faire, on va entraîner vraiment des conséquences sur cette jeunesse, des conséquences au long cours, mais on continue, on participe à creuser les inégalités avec ça à la réussite scolaire. Ça, c'est quelque chose dont on parle peu, et pourtant qui est vraiment présent dans le quotidien des enfants. Donc, quand c'est difficile, les obligations vaccinales aussi difficiles pour les professionnels de santé. C'est un peu la prime qui n'était pas attendue et qui crée encore vraiment, qui a un impact vraiment néfaste. On a beaucoup de collègues qui annonçaient partir. Là, on a beaucoup de demandes de disponibilité, de mise en disponibilité qui sont refusées, des départs en formation qui sont refusés également, et des incertitudes sur le fait que nos collègues vont être suspendus. Donc, la majeure partie des internes de l'éducation nationale sont vaccinés. La FSU et le SMIC également sont favorables à la vaccination, à la sécurité de l'espace scolaire, mais il reste une partie d'infirmiers qui sont soumis là à l'obligation vaccinale et qui vont être dans un premier temps suspendus pour certaines d'entre elles, alors même que c'est ces mêmes collègues qui ont participé à la lutte contre l'épidémie, qui ont quelquefois été engagés dans des services Covid ou qui ont vacciné la population. Il y a un vrai souci là sur la brutalité de la mise en œuvre d'une politique sanitaire, mais toute la société a connu, hein, sur les annonces d'Emmanuel Macron et sur la difficulté pour les enseignants d'accepter qu'une politique sanitaire soit imposée par des mesures coercitives, alors même que depuis 2 ans, on demande de mettre en place une éducation à la santé qui permette une adhésion libre et éclairée. On avait une question encore, Non, non, c'est bon. Noémie, je crois, et François. Est-ce que vous avez des éléments un peu concrets sur le plan de formation en principe de laïcité qui avait été promis par Jean-Michel Blanquer en juin dernier et qui devait être mis en place à la rentrée? Non, on n'a pas d'éléments concrets, pas plus que ce qu'on a lu à la fin de l'année scolaire dernière. Et puis, voilà, il y a la campagne laïcité et les affiches, mais en termes de formation des personnels, il y a effectivement pas plus que ça. Donc là aussi, on était beaucoup dans les effets d'annonce. Bien sûr, il y a des stages dans les plans de formation, mais c'est toujours le même problème de ces stages-là. Hein. C'est compliqué de les suivre. Comme pour tous les autres stages, il n'y a pas un dispositif spécifique là à la rentrée sur la laïcité. Et avec tous les problèmes qu'on avait notés, oui, et avec, alors, de toute façon, voilà, on avait déjà pointé le fait que c'était une vision très normative, repérer en gros les déviances, quoi. Alors que la laïcité, ça nécessiterait beaucoup mieux que ça et beaucoup plus que ça, mais on a le sentiment. Alors, pour l'instant, on n'a pas les retours du contenu des formations, mais tout ce qui était contenu dans le rapport Blanquer, etc., c'était vraiment l'idée, il va falloir outiller les personnels pour les aider à repérer les déviances. Et ça, nous, on trouve que c'est une manière d'entrer dans le sujet qui n'est absolument pas convenable. Donc, on attend là-dessus, mais on est déjà intervenu dans ce sens-là. Pour demander à d'autres. Dans le chef-d'œuvre qui est sorti ce matin, Blanquer remet encore des retards de contrepartie, en fait. La revalorisation, la socialisation du parcours, etc. Est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus? Vous avez vu des choses passer? Alors, non, pas en termes de contrepartie, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée d'une revalorisation salariale en fonction de missions supplémentaires, etc., n'a pas été remise sur la table. La fameuse prime Grenelle, elle est en privé sans contrepartie. Elle a plein de défauts, mais elle est sans contrepartie, d'une part. Après, il y a évidemment les discussions du Grenelle qui continuent et qui sont toujours sur les bases de créer de nouvelles missions. Alors, donc, on disait, hein, directeur d'école, revaloriser peut-être en termes salarial, mais à condition que ce soit un échelon hiérarchique. Dans le second degré, des chargés de mission plus d'inspection,
voire des coordonnateurs de l'évaluation à l'échelle de l'établissement, qui du coup, on imagine, hein, dans l'idée de Blanquer, justifieraient des rémunérations supplémentaires. Mais ça, on n'a pas le début d'un projet là-dessus. Hein. On n'en est pas à discuter de ça. Du reste, les discussions du Grenelle vont reprendre mi-septembre, la semaine prochaine. Voilà, oui, exactement. Et on n'a pas de documents particulièrement préparatoires. On continue à brasser beaucoup d'idées qui, en général, ne nous vont pas. Toujours l'idée qu'il faut absolument créer des hiérarchies intermédiaires supplémentaires, renforcer l'individualisation de la RH et les postes à profil. Mais il n'y a pas des projets concrets ne sont pas là. Donc, de toute façon, on avait bien compris hein, que l'idée de Blanquer, c'était une revalorisation, mais pour quelques-uns qui, du coup, auraient des perspectives de carrière. Donc, c'était l'idée des contreparties. Voilà. C'était, il y aura éventuellement de nouvelles fonctions auxquelles on nommera certains, mais pas d'autres, et du coup, qui justifieront des revalorisations salariales. Pour l'instant, tout ça n'est pas mis en œuvre, mais ça continue à planer au-dessus de la tête. Donc, c'est pas étonnant que ça se retrouve dans son. Il ne l'a pas envoyé, on n'a pas pu le dire. La multilatérale, vous avez, est-ce qu'elle le menu de tous les éléments en dehors de la question de l'expérimentation? Non, c'est vraiment, on a fait une invitation hier, c'est vraiment cette question-là qui est c'est Marseille, c'est une phrase pour discuter des annonces faites par le président à Marseille. Qui était essentiellement autour des écoles, ouais. Du recrutement dans l'école, mais il y avait aussi micro-collèges, micro-lycées, ouais. Et la question du bâti, c'est une partenariat avec Marseille, sur le bâti, qui aussi par le quartier. Alors, sur la question précise de la direction d'école à Marseille, ça avance très très vite. Hein, les 5 groupes d'écoles sont déjà déterminés. Là, les appels à projets sont déjà lancés hein, dans les écoles, donc ça va assez vite. Donc, on aimerait bien d'abord, nous, de façon générale, on s'est réunis en intersyndical premier degré hier, hein, et c'est quelque chose qui est très. Enfin, l'axe syndical et l'arc syndical est très large contre ce projet et cette annonce de Macron. Nous, on ne souhaite pas que ce projet il aboutisse. On sait que voilà, il y a énormément de choses de mauvaises dans ce projet-là. On l'a déjà dit, hein, c'est la désignation par les chefs d'établissement, ça s'est déjà fait dans les projets scolaires, et ça n'a pas fonctionné, ça a été un échec. On dira de toute façon le prochain au ministre ce que pour nous ça représente, et surtout peut-être lui expliquer comment fonctionne l'école, parce qu'on voit bien là, dans les déclarations de Macron, elles étaient complètement en sol et complètement déconnectées de ce que disent les collègues quotidiens avec leurs élèves. On a des enseignants à Marseille qui souhaitaient avoir des moyens pour fonctionner, hein, et quand je dis des moyens, c'est vraiment à la fois des moyens humains et des moyens matériels. Quand des enseignants disent qu'il y a des rats dans les écoles, plus de lits dans les salles de sieste, voilà, ils ont besoin de moyens et ce n'est pas la réponse adaptée. Donc on leur dira toutes ces choses-là et on essaiera de voir quel est exactement le projet et comment il est organisé. Ça a surpris tout le monde, hein, y compris le recteur à Marseille, cette annonce. Pour les cadres de l'éducation nationale, ce genre d'annonce pour 2022, c'est impossible à mettre en place. 50 directeurs d'école qui recrutent leurs enseignants, c'est une inégal, même sur le plan technique. On n'imagine pas après, je ne parle même pas de l'idéologie que ça représente, mais même sur le plan technique, c'est impensable. Vraiment un grand merci à tout le monde pour votre attention. Et puis voilà, on est à votre disposition pour faire éventuellement des sons si vous voulez pour les radios, des questions. Merci beaucoup. Hein. Merci d'être venu.
En vigueur de 30 septembre, un texte de loi qui a réformé la loi de 1945 qui avait aussi la branche juvénile. Malheureusement, le pénal parce qu'il y avait des... On va dans mon... Oui, et on a qu'à monter aussi. Et puis après, on les intègre. Voilà. Et après, oui, ça va, et vous? Oui. Alors, on peut parler.
Sur Parcoursup, on n'a pas les chiffres.